13h-15h, Europe 1 Info. Et les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info se poursuivent à 14h33 sur Europe 1. Nous accueillons votre deuxième invité, Clélie Mathias, le porte-parole du parti Horizon et maire de Saint-Germain-en-Laye, Arnaud Péricard. Bonjour Arnaud Péricard. Bonjour Clélie Mathias. Le 18 avril et le 2 mai, ce sont les dates qui ont été choisies pour la prochaine élection présidentielle. Il y avait un autre choix, une autre possibilité constitutionnelle, les 11 et 25 avril, mais le président a tranché. Ça ne satisfait pas tout le monde. Écoutez, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a estimé que ces dates étaient mauvaises. Elle était sur RTL ce matin. Ce sont des mauvaises dates, oui. Le problème, c'est qu'on a des délais qui sont inscrits dans la Constitution. C'est l'article 7, entre 35 et 20 jours avant Donc, la fin du mandat du président. Il y avait juste une autre possibilité qui était de décaler d'une semaine en amont. Je crois l'Élysée a choisi la moins mauvaise des solutions. S'il y a une unanimité de tous les partis politiques pour considérer que ça n'est pas une bonne date et que les dates en plein milieu de toutes les vacances scolaires de tout le pays sont meilleures, dans ce cas-là, il faut écouter les partis politiques. Alors, les partis politiques qui ont été consultés sur ces dates. Mais parce que voilà, ce qui pose problème, c'est que le 2 mai, c'est le lendemain du 1er mai, la fête du travail. Vous aussi, ça ne vous satisfait pas chez Horizon, Arnaud Péricard ? On n'a pas d'avis sur la question, je vous dis. Non, aucun avis ? Dont acte. Voilà. Notre position, c'est dont acte. C'est une règle du jeu républicaine. Elle s'impose et elle s'imposera à tous les candidats. On peut dire ce que l'on veut, on peut gloser sur le sujet. Elle s'impose à partir de maintenant à tout le monde. Donc c'est la règle du jeu et on va la respecter et on va l'appliquer. Et ça sert plus à rien d'en parler. Mais on peut bien évidemment la commenter, mais ça sert pas à grand-chose parce que il y a un sujet qui est, je trouve, un peu perturbant dans les débats depuis hier sur ce sujet. C'est celui de, quelque part, le procès qui est fait en ignorance ou en incompétence à l'électeur. Mais vous croyez vraiment que l'électeur, le 2 mai, donc le lendemain du 1er mai, il aura été tellement perturbé ou influencé par ce qui s'est passé ou ce qui pourrait se passer le 1er mai qu'il va changer son vote dans l'illusoires? Je crois que c'est faire en tout cas peu de cas de l'intelligence de l'électeur et du vous vous souvenez, il y a toujours eu des événements d'actualité qui peuvent arriver. Pourquoi ça serait celui-là? Pourquoi ça serait une manifestation du 1er mai? Ça peut être n'importe quel fait divers, ça peut être un résultat sportif, tout peut avoir de l'influence. Je pense que l'électeur, le 1er mai au soir, il a déjà en très large partie fait son choix. Alors, Alexandre Nicolic, porte-parole du Rassemblement national, qui était à votre place il y a quelques instants, disait que ça pose aussi un autre problème, c'est que le 1er mai, il va falloir que dans les mairies, par exemple, ou les écoles, on installe tout ce qui est relatif au vote, au second tour, et donc il va falloir payer notamment certaines personnes, double ou triple selon la convention. C'est déjà le cas. Il y a une chose qui est importante. Alors, quand on est maire et en responsabilité, et qu'on a la responsabilité d'organiser des élections, c'est ce qui m'incombe. De toutes les manières, on paye déjà le personnel. Et le dimanche de mai, on paye déjà le personnel. Mais donc, ça s'impose à nous, on sait faire, on le fait tout le temps. C'est pas la première fois que ça arrive. Bon, on a de la chance d'avoir du personnel communal. Alors, c'est une décision de l'État. Je rappelle que l'organisation de l'élection, elle repose sur les communes et sur les collectivités. Ça coûte très cher et d'ailleurs on est remboursé même pas à hauteur de la moitié des frais que nous engageons quand nous organisons les scrutins, c'est-à-dire les heures supplémentaires, les manutentions, le déplacement des tables de vote, de l'organisation et surtout le déménagement le lendemain puisque le 3 mai il y a école aussi dans les écoles. Mais vous ne voulez pas me dire pourquoi ce choix de la part d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce que vous y voyez et si vous êtes plutôt Je ne crois pas qu'il faut y voir malice. Je crois que c'est jamais une décision simple parce qu'elle est multiparamétrique. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a toutes les dates des vacances scolaires qui s'imposent, qui se superposent avec toutes les académies. Il faut tenir compte de tout cela. Moi, j'ai toujours connu une élection présidentielle à cheval sur le mois d'avril et le mois de mai. La première des dates dont je me remémore, c'est pas la meilleure, c'est le 10 mai 81. C'était l'élection de François Mitterrand. Mais on était un peu plus éloigné du 1er mai. Mais ça a toujours été comme ça. Bien, alors écoutez Bruno Le Maire, qui a estimé que la France était au bord du précipice. Il était l'invité de Laurence Ferrari ce matin sur CNews et Europe 1. J'ai claqué la porte en partant en 2024, je regarde le résultat. 285 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Qu'est-ce que ça prouve? C'est que le problème, c'est pas un problème de personne. On a supprimé la réforme des retraites. On a augmenté les impôts sur les sociétés avec cette surtaxe à l'IS. On n'a plus de Covid. On n'a plus d'inflation. Nous allons tout droit vers 6% de déficit en 2027. Donc c'est bien la preuve que le système est hors de contrôle. Nous sommes désormais au bord du précipice financier. Pas simplement parce que telle ou telle personne n'a pas bien fait son job, mais parce que notre modèle économique et financier ne tient plus. Il a un nom, c'est l'État-providence.
Arnaud Péricard, c'est dommage, non, qu'il n'ait pas été ministre de l'économie pendant 7 ans? Alors, il l'a été, effectivement, pendant 7 ans. Je crois qu'il tire le constat d'une situation qui devient malheureusement hors de contrôle, qui devient préoccupante. Elle l'est d'autant plus que l'absence de consensus politique et parlementaire rend des réformes structurelles impossibles alors qu'elles sont nécessaires. Vous prenez l'exemple, et il le cite, Bruno Le Maire, le fait de renoncer partiellement, en tout cas à cette réforme de retraite, le fait d'alourdir la fiscalité, l'impôt sur les sociétés, mais les prélèvements forfaitaires uniques qui ont repris un petit pourcent, un petit pourcent par-ci, un petit pourcent par-là. Donc on est face à un constat sur lequel il va falloir s'atteler. Donc c'est une trajectoire qui va être difficile si on veut rétablir l'équilibre des comptes publics et l'équilibre des comptes sociaux. Mais est-ce que vous ne pensez pas là que les Français peuvent vous en tenir rigueur? Je dis à vous parce que effectivement Bruno Le Maire a été ministre de l'économie, Édouard Philippe, qui est votre candidat, on le rappelle, a été Premier ministre. Alors, vous avez raison de le rappeler. De 2017 à 2020, quel était le montant du déficit public quand Édouard Philippe quitte justement ses fonctions ministérielles? Moins de 3% du PIB. La trajectoire d'Édouard Philippe en tant que Premier ministre, c'est une politique de l'offre qui porte ses fruits. C'est une réduction de la fiscalité des entreprises, mais également des particuliers, la réforme de la taxe d'habitation notamment. Et c'est également une réduction drastique et importante du déficit public et une maîtrise des comptes sociaux. Alors, mais il a échoué sur les retraites, par exemple, aussi. Alors, il a échoué. Il n'a pas échoué sur les retraites. Il portait un projet courageux. Sa réforme n'a pas pu aller au bout. C'est un combat que nous porterons l'année prochaine. Et vous serez capable, parce qu'il le dit Bruno Le Maire, là, il faut quelqu'un capable d'adresser ces problèmes-là et de dire la vérité aux Français. Vous allez me dire que oui, Édouard Philippe pourra promettre du sang, de la sueur et des larmes. C'est marrant, ça me fait penser aux commentaires que Laurent Wauquiez a fait sur Édouard Philippe hier. On va y venir, justement. Ça fait peut-être la transition avec votre propos d'après, mais je crois qu'Édouard Philippe, depuis déjà 2 ans, qu'il s'est lancé dans cette trajectoire présidentielle. Le premier de ses propos, ça a été de remettre de l'ordre dans les comptes et dans la rue. Et remettre de l'ordre dans les comptes, pourquoi ? Parce que c'est un instrument de la puissance. Et si demain la France veut retrouver ce chemin de la puissance, il faut qu'elle soit vertueuse et il faut qu'elle ait une forme de rigueur un petit peu plus prononcée dans la maîtrise de ses comptes publics et de ses déficits. Mais c'est un discours qui est difficile à tenir quand même. Oui, c'est un discours qui est difficile, mais qui peut penser aujourd'hui que l'on va s'en sortir, que l'on va résorber le déficit public sans un minimum d'efforts, sans davantage de travail, sans davantage de rigueur et sans davantage d'économie? Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut justement aller vers ce triptyque un petit peu vertueux, et c'est à ce prix-là, évidemment que ça sera non pas peut-être douloureux, parce que vous avez fait peut-être, ou certains commentateurs ont pu faire le parallèle avec du sang et des larmes. On ne sommes pas en guerre. La France n'est pas en guerre. Elle a simplement un chemin difficile pour recouvrer le chemin de la puissance. Et le chemin de la puissance, ça passe par la maîtrise de ses comptes publics. Est-ce que le FMI est à nos portes, Arnaud Péricard ? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il faut être alarmiste. Je pense que Bruno Le Maire, il a raison d'interpeller les candidats, quels qu'ils soient. Et ça sera intéressant d'ailleurs de comparer les programmes ou les projets politiques de tous les candidats sur cette question-là de la résorption des comptes sociaux et des comptes publics. Parce que les deux sont liés. Alors pour l'instant, il dit d'ailleurs il y a beaucoup de candidats, Bruno Le Maire, mais peu de leaders. C'est une forme de compliment, on va dire ça comme ça. Non, vous le prenez comme un compliment ? Non, je le prends peut-être avec le ton de la dirigeant. Je ne crois pas. Moi, je soutiens et j'essaye de porter le plus possible le message politique d'Édouard Philippe. Édouard Philippe est un leader. C'est un leader politique qui a été Premier ministre de la France pendant 3 ans. Donc, il y a des leaders dans cette campagne, mais il y en a d'autres aussi. Je pense que c'est difficile de dénier, par exemple, à Marine Le Pen, le fait de ne pas être un leader ou une leader politique. Je reviens sur les programmes économiques, en tout cas, enfin programme pour ce que l'on a pour l'instant, tout n'a pas été dévoilé chez vous, en tout cas à Horizon pour Édouard Philippe, mais il y a une phrase d'Arnaud Montebourg à propos de Jean-Luc Mélenchon que je voudrais vous soumettre, parce que Arnaud Montebourg, qui a été lui-même ancien ministre de l'économie, dit: le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est 225 milliards d'euros de dépenses nouvelles, 1 million de fonctionnaires embauchés en plus, 100 milliards d'impôts nouveaux, 9 points de déficit, bref, le FMI va prendre le pouvoir, c'est le scénario grec, prédit Arnaud Montebourg. C'est pire que le scénario grec. C'est bien pire que ça. Les Grecs ont fait preuve d'un esprit de résilience et de combativité absolument exceptionnel qui leur a permis, quelque part, de franchir cette étape qui a été douloureuse pour leur pays. Ce que propose Jean-Luc Mélenchon, c'est une économie
entièrement administré, qui ne produit plus, qui ne produit pas une économie de la déshérence, une économie où quelque part les individus en sont réduits à dépendre quasi exclusivement du produit que l'État pourrait leur donner ou leur restituer. Donc c'est pas l'économie, c'est pas le projet en tout cas politique que nous portons. Oui, mais justement, la France Insoumise, il dit mais il y a un problème de dépenses publiques. On le sait, mais c'est pas comme ça. C'est pas avec justement du sang et des larmes. Vous avez un petit problème de. Pardon. Voilà, je vous laisse vous redresser. Et voilà, ils disent, on est au courant qu'il y a un problème de finances publiques, mais ce n'est pas en étant plus dur, en gros, qu'on y arrivera. Il faut prendre aux riches, par exemple. Il faut trouver l'argent et là, il se trouve. On ne peut pas construire un projet d'avenir en reniant le monde dans lequel on vit aujourd'hui et la réalité, et il faut faire état d'une forme de lucidité. Alors, il faut être lucide sur l'état de notre pays, sur l'état des finances de notre pays. Moi, je veux bien qu'on prenne à qui on veut, mais il y a une question d'équité dedans. Où est l'équité ? Où est l'égalité ? On a bien vu que la France est un pays qui redistribue très largement ses richesses. Il y a un rapport récent qui a été fait sur le sujet. On ne peut pas aller au-delà de ce que l'on a. Je veux dire, quand vous avez quasiment 55%, 56% du PIB qui est affecté à la dépense publique, vous êtes déjà quasiment dans une économie quasi administrée. Donc je pense qu'on est allé à la limite de ce système-là et maintenant il faut redonner un petit peu d'oxygène et un peu de liberté aux agents économiques. Arnaud Péricard, porte-parole du parti Horizon, maire de Saint-Germain-en-Laye, l'invité des grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. Et évidemment, on va parler de Laurent Wauquiez. Il est 3h moins le quart. Vous écoutez Clélie Mathias. Excellent après-midi sur Europe 1. 13h, 15h, Europe 1 Info. 13h, 15h, Europe 1 Info. Vous écoutez Clélie Mathias sur Europe 1. Les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info se poursuivent avec votre invité Clélie. Arnaud Péricard, porte-parole du parti Horizon et maire de Saint-Germain-en-Laye. L'Horizon 2027. Écoutez Édouard Philippe, le chef d'Horizon, candidat à l'élection présidentielle, qui a estimé hier sur RTL qu'il faut un seul candidat face au RN et à LFI. Entre novembre et février, il va falloir que chacun mesure bien, moi y compris, le risque que représenterait un trop grand nombre de candidats dans le même espace politique ou dans un espace politique à peu près compatible, et le risque d'élimination qui arriverait à ce qui pour moi est un cauchemar absolu. C'est un deuxième tour avec Mme Le Pen ou M. Bardella face à M. Mélenchon. Il n'y a aucune hypothèse, vous êtes tous les deux candidats, vous pensez, le 18 avril ? Je pense que ce serait dangereux. La multiplication des candidatures au début de l'élection, elle est très légitime. D'ailleurs, si les gens ont quelque chose à dire aux Français, ils le disent. Alors, Édouard Philippe, donc, qui vise Gabriel Attal, qui ne l'a pas nommé là, mais en tout cas, il le vise, un seul candidat serait, plusieurs candidats, seraient dangereux et ça ferait le jeu des extrêmes, que ce soit RN ou que ce soit LFI. Un seul candidat dans un même espace politique. Pour autant, il me semble qu'entre Édouard Philippe et Gabriel Attal, vous n'êtes pas non plus totalement interchangeables. On n'est pas interchangeables, on a des différences, on a des aspirations politiques, des pensées politiques qui sont différentes, y compris avec Bruno Retailleau, mais je pense qu'elles sont compatibles. Elles ne sont peut-être pas interchangeables, mais elles sont en tout cas compatibles. Le sujet important, c'est le rassemblement. Et à la fin de la fin, c'est le rassemblement qui primera. Il n'y a que le rassemblement et l'esprit de rassemblement qui nous permettra justement d'éviter ce qu'Édouard Philippe appelle l'impensable, c'est-à-dire ce deuxième tour qui n'en serait pas un, quelque part pour les Français, qui seraient privés d'un choix, je trouve, de ne pas avoir un candidat du bloc central qui puisse être au second tour. Ça serait dramatique pour notre pays, ça emprisonnerait, je pense, les Français dans un choix qui serait terrible. Mais ça implique un sacrifice de la part d'une de ces familles du bloc central, une famille politique qui a mis de l'énergie, de l'argent aussi, bien sûr, une campagne ça coûte cher, qui a mis un candidat. Clélie Mathias, c'est pas un sacrifice, c'est pas anormal dans l'esprit de la Ve République que le premier tour de l'élection présidentielle soit un tour où les formations politiques aient envie de compter et envie d'avoir leurs représentants, leurs candidats. Ça a toujours été comme ça que ça a fonctionné. Il y a une jurisprudence Jospin qui a commencé quelque part à rebattre un petit peu cette doctrine et depuis il y a un esprit de responsabilité qui s'impose quand on fait partie du même bloc, je ne vais pas dire de la même famille politique, mais du même bloc ou de la même harmonie de pensée, quelque part. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, cet esprit de responsabilité, il s'impose à tout le monde. On peut jouer à se faire peur, mais il y a un moment où il faudra bien que ça s'arrête, il faudra que chacun prenne ses responsabilités, qu'on se rassemble toutes et tous pour travailler et pour offrir une alternative aux Français. Comment on les départage ? Je pense Quelle que méthode ? c'est une décompte. Et quand, bien sûr ? Alors, il l'a dit Édouard Philippe, peut-être jusqu'à la fin de l'année. Moi, je ne souhaite pas que ça aille au-delà
de l'année, c'est-à-dire en ce début d'année Donc décembre, on va dire 2027. décembre Je le souhaiterais. 2026. Je pense que ça permettrait après d'avoir, je pense, un débat politique qui soit éclairé avec les candidats qui, pour le coup, seraient quasiment assurés d'être au premier tour de l'élection présidentielle. Donc voilà, on serait dans la vinification, on dirait que c'est de la décantation lente. Hein. Donc C'est pas de ce qui va se passer. primaire, pas de... Non, mais je crois que tout le monde est d'accord maintenant. Il n'y aura pas de primaire et personne ne les souhaite. Donc elle est quelque enterrée, part. voilà. Oui, Cette idée est enterrée. en tout cas, elle n'est plus d'actualité, ça c'est sûr. Alors, je voudrais revenir sur cette déclaration de Laurent Wauquiez qui s'exprime longuement dans les pages du Figaro. Alors, il a porté un coup aux ambitions de Bruno Retailleau. Il l'a appelé, sans le nommer, sans le désigner, à savoir se retirer si sa candidature ne décolle pas dans les sondages. Il a tendu la main à Édouard Philippe, apte à ses yeux à, je cite, incarner l'ordre et le sérieux. Écoutez Pascal Praud à propos de ces déclarations de Laurent Wauquiez. C'était ce matin sur Europe 1. Il y a un an, Laurent Wauquiez écrivait sur X « Avec moi, il n'y aura jamais d'alliance avec Édouard Philippe ». Laurent Wauquiez ajoute la trahison à la fourberie. Il est membre des Républicains. Il y a un an, il a perdu l'élection à la présidence des Républicains, laminé, humilié par Bruno Retailleau qui a obtenu 75% des suffrages contre 25 à Wauquiez. Cette séquence abîme un peu plus ce monde politique qui paraît jouer petits arrangements entre amis quand le pays est au bord du gouffre. Comme l'aurait dit Jacques Chirac, dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Et je vais vous dire la vérité. Dans un deuxième temps, je n'ai pas souri. Pas du tout. Chez Horizon, est-ce que vous accueillez les traîtres alors ? Non, vous ne pouvez pas dire ça, parce que je pense que c'est pas... Bon, déjà, nous n'interférons pas dans les questions internes aux Républicains. Ils ont des pratiques politiques, un mode de désignation, des règles démocratiques internes qui leur apparaît de faire respecter entre eux. Donc je ne souhaite pas, moi en tout cas, que l'on commente ou que l'on mette une pointe d'acidité sur les commentaires des uns et des autres. Moi, je note les commentaires de Laurent Wauquiez. J'ai lu son article hier, ou son interview dans le Figaro. Je note peut-être pas un ralliement, mais en tout cas des encouragements. À l'endroit, oui, c'est ce qu'a dit Édouard Philippe. Oui, à l'endroit d'Édouard Philippe. Oui, clairement. Et je trouve que c'est évidemment quelque chose de très positif. Il y a en ce moment, effectivement, un certain nombre de personnalités, de femmes et d'hommes politiques, parfois un peu retirés de la vie politique. C'est le cas de Nathalie Kosciusko-Morizet, ou au cœur de l'action politique, comme la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, qui ont apporté leur soutien à Édouard Philippe. Ça démontre notre capacité à rassembler, indépendamment des situations personnelles des unes et des uns, ou des uns et des unes. Ça démontre cela. Et il n'y a que ça qui nous intéresse aujourd'hui, de créer cette dynamique du rassemblement. Donc c'est un point de plus, on va dire, pour le camp Édouard Philippe contre le camp Gabriel Attal. Mais est-ce que toutes ces petites guerres dont on parlait là à l'instant, ces petites guerres picrocolines de partis, avant ce rassemblement, ce grand rassemblement que vous attendez pour janvier-février, est-ce que ce n'est pas un peu délétère à la fois pour l'image de la politique et puis de voir des candidats s'écharper pour ensuite s'adouber? Mais nous ne sommes pas en guerre. Moi, je suis en guerre avec personne. Édouard Philippe, il est en guerre avec personne. Il propose, il est en train de proposer Vous voulez avoir l'aval sur Gabriel Attal, quand même. On veut avoir l'aval. On veut être devant lui et c'est normal d'être dans une compétition, d'être devant, d'être devant ses compétiteurs. Il n'y a rien de choquant à vouloir l'être et à vouloir que sa famille politique prédomine peut-être l'autre. Et puis après, on va se rassembler. On trouvera un dénominateur commun. Moi, ça ne me choque pas. Après, on n'est pas en guerre. On propose un projet politique. Édouard Philippe, il propose un projet politique aux Françaises et aux Français qui ont envie de le suivre et qui ont envie de voter l'année prochaine pour le redressement de ce pays et le rétablissement d'une certaine forme de puissance de la France, parce que c'est au cœur de ce projet politique. Alors, je ne suis pas en guerre avec Renaissance, avec Bruno Retailleau. On se connaît tous par cœur. On se connaît, on s'apprécie, on se respecte. Moi, je souhaite que cette campagne, ou cette pré-campagne en tout cas, jusqu'à la décision de n'avoir qu'un seul candidat pour cette famille politique, ou en tout cas ce bloc central et des droites, se fasse dans le respect des candidatures et des idées des uns et des autres. Voilà. Ça, c'est la règle de base que l'on pose. Bon, après, peut y avoir quelques pots de banane, c'est la règle, c'est la vie en politique, on fera avec, mais je pense qu'il faut qu'on prenne un petit peu de hauteur par rapport à tout cela. Alors Arnaud Péricard, on peut essayer de voir aussi les choses différemment, parce que forcément vous vous réjouissez, vous me l'avez dit, c'est un encouragement, en tout cas ce que dit Laurent Wauquiez, qui est chef des députés LR à l'Assemblée nationale. C'est quand même ce qu'on appelle un gros poisson. Mais est-ce que ça ne vous coupe pas d'une partie, j'allais dire, de l'aile gauche, d'un centre-gauche? Est-ce que ça ne vous rapproche pas là, plutôt des LR, justement?
et de la droite. Je ne crois pas. Vous avez peut-être entendu ce matin qu'un certain nombre de personnalités politiques autour d'Elisabeth Borne, Astrid Pagnozan, l'ancienne ministre du Travail, sera à notre grand meeting de campagne à l'Adidas Arena dimanche prochain à Paris à 14h30. Oui, c'est vrai que c'est grand. Oui. Bon, vous n'êtes pas le seul à faire. Donc non, je ne crois pas. En tout cas, voilà, le rassemblement, c'est aussi ça. Laurent Wauquiez, lui, n'y sera pas. Il a dit qu'il ne viendrait pas. Il n'y aura pas Laurent Wauquiez, mais je le sais, il l'a dit. Mais s'il avait décidé d'être là, nous l'aurions accueilli avec plaisir. Alors, écoutez maintenant Jean-François Copé, le maire, les Républicains, puisqu'on parle des Républicains. 2 mots, il était sur France Inter ce matin. La réalité, c'est que moi, j'attends, comme je crois beaucoup, ce que va dire Édouard Philippe dimanche. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez Moi, j'attends de savoir si il va être ce qu'il est, je crois, fondamentalement, parce que nous sommes de la même famille, c'est-à-dire un homme de droite moderne, c'est-à-dire, ce que j'attends, c'est qu'il porte un discours de droite que j'ai appelé, moi, la droite décomplexée, c'est-à-dire totalement hermétique avec le Rassemblement national, et là, j'ai pas de doute le concernant, et deuxièmement, qui porte des réformes courageuses, c'est-à-dire à la fois le rétablissement de l'ordre dans les comptes, dans la rue, aux frontières, à l'école, et de l'autre de progrès, parce qu'on n'est pas des réacs. Vous pouvez le rassurer, Jean-François Copé, et l'appeler aussi à vous rejoindre Je crois que mon ami Jean-François s'est rassuré lui-même. Je pense que nous sommes en concordance sur tous ces points, et j'espère qu'il nous rejoindra. On a besoin de son talent, on a besoin de sa voix. C'est une voix qui porte, Jean-François Copé. Merci beaucoup Arnaud Péricard. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Parti Horizon et maire de Saint-Germain-en-Laye. Et si on en parlait pour continuer votre après-midi sur Europe 1 avec Marie-Estelle Dupont et Romain Desarbres. Et j'en profite pour remercier intégralement toute l'équipe d'Europe 1 Info, que ce soit Julien Brigaut, Rémi Duprat, Christopher Philoc ou encore Philippe Battistelli, Mathieu Prior et vous, ma chère Géraldine Amont, qui m'accompagnait. Très bel été. Et merci. Et on vous retrouve dès lundi dès 10h. Exactement. Voilà, merci à vous. Clélie Mathias sur Europe 1. Et l'été approche, et pour qu'Europe 1 reste à vos côtés tout l'été justement, ou que vous soyez sur la route, à la plage ou au cœur de nos belles régions, téléchargez l'application Europe 1. Grâce à cette application, vous retrouverez vos animateurs préférés, vos émissions en direct et en replay et les podcasts Europe 1. Profitez de votre été, téléchargez l'application Europe 1.